Bonjour chers lecteurs d'Internet. Nous voici sur ce second volet à la découverte d'Angers au cours du Haut Moyen-Âge. Et pour cela, je vous propose de revenir sur les événements qui ont marqué la fin de l'Empire romain d'Occident. Quelle était la place de notre région ? Quelles ont été les traces laissées par ces conquérants royaux et religieux ? Quels événements et quels changements majeurs ont connu les Angevins ? Pour comprendre ce qui se passe localement, généralement, il faut prendre un petit peu de distance. Et dans le cas qui nous intéresse, c'est revenir un petit peu en arrière avant la fin de la suprématie romaine. J'aurais donc une petite question à vous poser. Nous sommes en 2020. Et que s'est-il passé il y a 2020 années et qui a marqué profondément un changement sur l'ensemble de notre continent ? Je vous écoute. La naissance de Jésus. Jésus est né en Palestine, ou Judée, à l'époque, province gouvernée par les Romains. Il fait partie de ces prédicateurs, jugés perturbateurs par les Romains, vus comme le Messie, ou Christos en grec. Il va être trahi et on connaît la fin de son histoire. Mais on sait aussi que ses apôtres vont poursuivre son œuvre et colporter la bonne parole, dont Paul de Tarse, à qui Jésus serait apparu en 40 de notre ère, et qui pense qu'il est aussi bon de convertir les païens. Les persécutions contre les chrétiens vont s'intensifier au IIIe siècle, mais en 313, l'empereur romain Constantin adoucit la tendance et va même jusqu'à se faire baptiser. Et il ne sera pas le seul. L'Église s'organise et en 325, le concile de Nicée va permettre de définir les règles de la religion et ainsi établir le credo. En Gaule, le pays se retrouve divisé à la fin de l'Empire romain. Nous avons à l'ouest les Armoricains, à l'est les Alamans, au sud-ouest les Visigoths, au sud-est les Burgondes, au nord les Francs et au centre les Romains. Vous vous souvenez ? 476, Romulus Augustule vient de perdre contre l'un de ses peuples, les Hérules. C'en est fini de l'Antiquité. On entre dans le Moyen-Âge et les Romains vont laisser la place à Mérové qui créera la dynastie des Mérovingiens. De cette dynastie, on retient surtout Clovis, le premier roi des Francs. Ce conquérant qui va petit à petit reprendre les terres et surtout qui va se faire baptiser. Et tout est parti d'une bataille, celle contre les Alamans. En effet, Clovis, se sentant perdant, implore alors le dieu de Clotilde, son épouse. Il promet que s'il gagne, eh bien il se fera baptiser. Et il gagne, et il se fait baptiser le 25 décembre 496. Les descendants se succèdent, avec leur lot d'assassinats, de fourberies, de batailles de pouvoir. Jusqu'à Dagobert, ce bon roi dont les deux fils, trop jeunes à la mort de leur père pour gouverner, se verront épaulés par les mères de palais. C'est l'entrée progressive des Carolingiens, dont la reconnaissance officielle en tant que roi se fera avec Pépin III, dit Pépin le Bref. Alors forcément, tous ces événements vont influencer également Angers et son évolution. À la fin du Haut-Empire, Angers, Julio-Magus, vous vous souvenez ? Julio-Magus est une cité plutôt prospère. Sur l'actuelle place du Ralliement, se trouvait être un quartier vivant et dynamique avec ses habitations, ses commerces, un bâtiment thermal. Il y avait même un caniveau pour l'évacuation des eaux usées. Mais les grandes invasions vont pousser les habitants vers le promontoire et pousser à la construction de cette première enceinte. Vous vous souvenez ? On peut voir les restes de cette enceinte rue Toussaint. À la fin du IVe siècle, la grande nécropole qui se trouvait alors rue de Frémur est remplacée par celle du Ralliement. Une première basilique dédiée à Saint-Pierre est édifiée. Il s'agit du premier édifice bâti hors des murs de la cité. Puis, en 453, est construite la basilique Saint-Maurély, car le saint y sera inhumé. C'est aussi près de cette ancienne basilique qu'ont été mis à jour les sarcophages présentés en 2008. Vous vous souvenez cet événement qui avait bloqué tout le Ralliement ? Enfin, la troisième basilique sera celle de Saint-Maimboeuf, construite 2 siècles plus tard. Ces édifices, devenus ensuite des églises, perdureront durant 11 siècles. Mais il n'y a pas qu'elles.
Les lieux saints poussent un peu partout et vers le milieu du VIe siècle est consacrée la première abbaye par l'évêque de Paris, Saint-Germain, pour y abriter le tombeau de Saint-Aubin. Si vous vous promenez place Michel-Lébré, vous pourrez voir affiché au mur le plan de l'ancienne abbaye et sur le sol, les croix permettent de situer où se trouvaient les piliers de l'ancienne salle. L'abbaye de Saint-Serge est créée un siècle plus tard par les rois mérovingiens, Clovis II et Thierry III. Je vous l'avais dit que les traces étaient aussi royales. L'église cathédrale de la ville est quant à elle dédicacée à Saint Maurice en 770. La ville se développe. Il faut dire qu'elle a gardé longtemps une influence romaine sur sa façon de gérer les questions de droit. Mais sa position en fait aussi un lieu favorable aux échanges économiques régionaux et internationaux. Il s'agit d'une zone importante de transit entre la Loire, la Maine, le Loir, la Sarthe et la Mayenne. Dès l'époque mérovingienne, l'Anjou est un atout majeur du monde franc entre Armorique et Aquitaine. Et sous les Carolingiens, elle devient un enjeu stratégique, politique et militaire durant les invasions bretonnes et normandes. Et oui, rappelez-vous, dès le premier volet, nous avions vu que cette enceinte, construite au IIIe siècle de notre ère, avait servi durant 6 siècles du fait des invasions. Et l'Anjou va en connaître d'importantes durant la dynastie des Carolingiens. Au milieu du IXe siècle, la région connaît une période troublée. Les incursions répétées bretonnes puis normandes vont pousser le roi à faire installer le comte à l'emplacement du château actuel afin d'avoir un œil sur la rivière. La ville est malgré tout pillée en 845 puis en 853 par le chef des Vikings, Hasting. Pour calmer le jeu, Charles le Chauve et Erispoé, chefs bretons, se rencontrent à Angers pour signer le traité d'Angers, qui délimite les frontières bretonnes, donnant les pays nantais, rennais et de Retz. En 872, les Normands prennent la ville et s'y installent durant un an. Charles le Chauve et Salomon de Bretagne, le nouveau chef, s'allient, détournent la Maine, bloquant ainsi les envahisseurs. Hasting négocie alors sa retraite et la ville est libérée. Ce détournement est à l'origine du canal des Tanneurs, qui sera ensuite comblé au XIXe siècle. Foulques-le-Roux, vous connaissez ? Eh oui, il s'agit du premier comte d'Anjou. En effet, les rois carolingiens confient la gestion à des vicomtes à la fin du IXe siècle. Foulques-le-Roux devient Foulques Ier d'Anjou en 929 et fonde la dynastie des comtes d'Anjou. Et le château alors ? Eh bien, en 851, un acte fait mention d'un échange de terrain entre l'évêque et le comte. C'est l'acte de naissance du château d'Angers. Certains pensent qu'il y avait au départ un château en bois. Vrai ou pas, toujours est-il que notre premier château va se bâtir en s'appuyant sur l'ancienne enceinte, la première enceinte que nous avons déjà évoquée, et naîtra le palais comtal, avec sa grande salle principale appelée Aula. Les tensions vont enfin s'apaiser, et Angers va connaître un peu de répit durant quelques siècles. Voilà comment s'achève notre second volet sur l'histoire de notre belle ville. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la suite de l'histoire de notre belle ville. Topette à tous et à bientôt!